Bonjour, esprit de curieux. Bienvenue dans ce voyage intellectuel. Avez-vous déjà pensé que l'histoire que vous connaissez pourrait être incomplète? Non pas par simple oubli, mais par une décision délibérée, une catastrophe culturelle dont les ondes de choc nous frappent encore aujourd'hui. Aujourd'hui, nous ne parlerons pas de ce qui est dans les livres, mais des fantômes qui hantent leurs marges. Nous allons voyager dans le temps vers un lieu qui fut le cerveau du monde antique, un phare de savoir si brillant que sa destruction nous a laissés dans une pénombre de siècles. Je parle bien sûr de la grande bibliothèque d'Alexandrie. Mais ce que je vais vous raconter n'est pas seulement l'histoire de sa fin tragique, c'est l'histoire de la façon dont on décide quel savoir survit et lequel se transforme en cendres. Avant de commencer, je voulais vous dire quelque chose sur les images que vous voyez, car pour donner vie à ce récit, j'ai utilisé des outils d'intelligence artificielle pour les générer. Alors, voyez-les comme une toile, une façon d'illustrer les idées et l'atmosphère de ce que je vous raconte. Elles ne seront pas toujours une représentation exacte ou littérale, mais un accompagnement visuel pour que vous laissiez libre cours à votre imagination avec moi. J'espère de tout cœur que cela vous plaira. Imaginez un lieu qui non seulement stockait des livres, mais qui aspirait à contenir l'intégralité du savoir humain. Fondé au IIIe siècle avant Jésus-Christ, par la dynastie ptolémaïque en Égypte, la bibliothèque d'Alexandrie était plus qu'une collection de rouleaux. C'était un centre de recherche, une université primordiale où les esprits les plus brillants de l'Antiquité se réunissaient pour étudier l'univers. On dit qu'elle a abrité plus d'un demi-million de documents, des rouleaux de papyrus de Grèce, de Perse, d'Égypte, d'Inde et d'ailleurs. Ce n'était pas une archive passive, c'était un organisme vivant. Les érudits qui y vivaient et travaillaient non seulement lisaient, mais faisaient aussi des recherches, écrivaient, traduisaient et surtout débattaient. Le savoir était en dialogue constant. Les Ptolémées étaient obsédés par cette collection. Ils avaient une politique agressive, presque de piratage, d'acquisition de textes. Tout bateau qui accostait dans le port d'Alexandrie était inspecté. Si un livre introuvable dans la bibliothèque était découvert, il était confisqué. Une copie était faite pour le propriétaire et l'original restait à la bibliothèque. Voilà à quel point c'était important pour eux. Ici ont étudié des génies comme Euclide, le père de la géométrie, Archimède, le grand inventeur, et Ératosthène, l'homme qui, avec une précision stupéfiante pour son époque, a calculé la circonférence de la Terre en utilisant seulement des bâtons et des ombres. Ce lieu non seulement conservait le savoir, mais le créait. C'était le moteur intellectuel du monde. Mais alors, que s'est-il passé? Le récit populaire nous raconte une histoire simple et dramatique, celle d'un grand incendie qui a tout dévoré. L'image de Jules César brûlant accidentellement la bibliothèque en 48 avant Jésus-Christ est puissante. Cependant, la vérité, comme le découvrent souvent les historiens, est bien plus complexe et, d'une certaine manière, plus tragique. La destruction de la bibliothèque d'Alexandrie ne fut pas un seul événement cataclysmique. Ce fut une mort lente, une agonie qui a duré des siècles. Ce fut une série d'incendies, oui, mais elle fut aussi victime de coupes budgétaires, de purges politiques d'intellectuels, de négligence et du changement progressif des supports d'écriture. Le papyrus est fragile, sans copie constante, il se désagrège. Pensez-y. Ce n'est pas un méchant avec une torche, mais quelque chose de bien plus terrifiant, l'apathie. L'idée que le savoir doit être défendu et préservé activement, ou il disparaît simplement. La leçon d'Alexandrie n'est pas seulement sur le feu, elle est sur l'oubli. Et c'est là que l'histoire devient personnelle. Nous avons perdu des œuvres dont nous ne connaissons que les titres, comme si nous lisions le menu d'un festin que nous ne goûterons jamais. On estime que seulement un tiers des œuvres d'Aristote nous est parvenu. Son célèbre deuxième livre de la Poétique, qui traitait de la comédie, a été perdu à jamais. Imaginez comprendre le rire à travers l'esprit d'Aristote. Ou pensons à Sappho, la grande poétesse lyrique de Lesbos. La plus grande partie de son œuvre, qui était célébrée dans tout le monde antique, s'est évanouie. Il ne nous reste que des fragments, des phrases isolées d'une beauté déchirante. C'est comme essayer de reconstruire un océan à partir d'une seule goutte d'eau. Quelles histoires, quelles émotions, quelles perspectives avons-nous perdues avec ces poèmes? Nous avons également perdu des épopées entières, comme les poèmes du cycle troyen, qui racontaient toute l'histoire de la guerre de Troie, pas seulement le fragment qui narre l'Iliade. Nous connaissions l'avant et l'après, les histoires d'Achille avant sa colère, le destin des héros après la chute de la ville. Tout cela a disparu. Et pas seulement la littérature. Du savoir scientifique a été perdu. Les œuvres de Ctésias, qui décrivaient l'Inde et la Perse avec un détail que nous ne reverrions pas avant des siècles. Les traités d'astronomie d'Aristarque de Samos, qui proposa un modèle héliocentrique, c'est-à-dire que la Terre tournait autour du Soleil, presque 2000 ans avant Copernic. De combien la science a-t-elle été retardée à cause de cela? La perte fut incalculable. Mais la vraie question, celle qui nous ramène au présent, est
Pourquoi les textes qui ont survécu ont-ils survécu? Était-ce seulement le hasard? Ou y a-t-il eu une sélection, un filtre, conscient ou non, qui a décidé quelles voix méritaient d'être entendues par la postérité? C'est là que le fantôme d'Alexandrie rencontre un concept très moderne, celui de la littérature universelle. La littérature universelle, ou World Literature, sonne comme un club très inclusif, n'est-ce pas? L'idée que les grandes œuvres de toutes les cultures peuvent dialoguer entre elles. Mais qui distribue les invitations à ce club? Qui décide quelles œuvres sont universelles et lesquelles sont purement locales ou mineures? Historiquement, le canon, cette liste de livres considérés comme essentiels, a été largement définie par une perspective occidentale. Pensons aux cours de littérature. Combien d'œuvres d'Afrique, d'Asie précoloniale ou des Amériques autochtones sont étudiées en comparaison avec celles d'Europe? La réponse est souvent décourageante. L'universitaire David Damrosch, un expert dans ce domaine, soutient qu'une œuvre entre dans la littérature mondiale non seulement par sa qualité, mais par un double processus. D'abord, être lue comme littérature, et ensuite circuler au-delà de sa culture d'origine. Et cette circulation, mes amis, dépend de facteurs très terre-à-terre. Elle dépend du pouvoir économique et culturel. Quelles langues sont les plus traduites? Quels pays ont les maisons d'édition les plus puissantes? Quelles cultures ont la capacité de projeter leur soft power, leur influence culturelle, à travers le cinéma, la musique et, bien sûr, les livres? Le terrain de jeu n'est pas égal. Ce que nous appelons universel signifie souvent ce qui résonne avec une expérience majoritairement européenne ou nord-américaine. Des thèmes comme l'individualisme, certains types de conflits psychologiques ou des structures narratives spécifiques sont élevés au rang de universels, tandis que d'autres manières de raconter des histoires avec d'autres valeurs sont perçues comme exotiques ou difficiles. Cela crée un biais de confirmation. Nous lisons ce que nous connaissons déjà et ce que nous connaissons déjà se renforce comme étant le meilleur. Les œuvres qui remettent en question cette perspective, qui viennent de traditions différentes, doivent souvent être traduites, non seulement dans leur langue, mais aussi dans leur culture pour être acceptées. Elles doivent passer par le filtre des centres de pouvoir culturels. La sociologue française Pascale Casanova l'appelle la République mondiale des lettres. Elle décrit un système où les capitales littéraires, comme Paris, Londres ou New York, agissent comme des gardiens. Pour qu'un auteur d'une culture périphérique soit reconnu globalement, il doit souvent être validé par ces centres. Ce n'est pas une conspiration. C'est le résultat de l'histoire, du colonialisme, de l'économie mondiale. Mais ces effets sont réels. Cela signifie qu'il y a des génies littéraires dont nous n'avons jamais entendu parler, non pas parce qu'ils n'étaient pas brillants, mais parce qu'ils sont nés au mauvais endroit ou dans la mauvaise langue, au mauvais moment de l'histoire. La tragédie de la bibliothèque d'Alexandrie, alors, n'est pas seulement la perte de textes antiques. Sa véritable tragédie est qu'elle nous montre un schéma. Le schéma de la façon dont le pouvoir, qu'il soit militaire, politique ou culturel, agit comme le gardien de la mémoire humaine. Il décide quelles histoires sont racontées et lesquelles sont réduites au silence. Ce qui a été perdu à Alexandrie, ce n'était pas seulement des rouleaux de papyrus. Ce fut une diversité de pensées. Des versions de l'histoire écrites par les vaincus, pas seulement par les vainqueurs. Des philosophies qui ne correspondaient pas au moule grec dominant. Des poèmes qui célébrèrent des formes de vie et d'amour qui furent ensuite supprimés. Nous avons perdu des mondes entiers. Et aujourd'hui, nous continuons à vivre dans un monde façonné par cette perte et par ce processus de sélection. Le canon littéraire que nous avons hérité est une archive organisée, non complète. C'est un jardin où certaines fleurs ont été cultivées avec soin pendant des siècles, tandis que d'autres ont été laissées se flétrir ou directement arrachées comme de mauvaises herbes. Alors, que pouvons-nous faire? Nous ne pouvons pas reconstruire la bibliothèque d'Alexandrie, mais nous pouvons en construire une nouvelle. Une bibliothèque mentale, une attitude de curiosité et d'humilité. Nous pouvons rechercher activement les voix qui ont été marginalisées. Nous pouvons lire des traductions de littérature que nous ne connaissons pas. Nous pouvons demander qui ne figure pas sur cette étagère et pourquoi. La prochaine fois que vous entendrez l'expression « littérature universelle », faites une pause et demandez-vous « universelle pour qui » ? Définie par qui ? La littérature la plus précieuse pourrait ne pas être celle qui confirme notre vision du monde, mais celle qui la fait éclater en morceaux, nous montrant que l'univers de l'expérience humaine est infiniment plus vaste, plus étrange et plus merveilleux que ce qu'on nous a raconté. La mémoire du monde n'est pas un monolithe de pierre, c'est un mosaïque. Et pendant trop longtemps, nous avons regardé seulement quelques tesselles brillantes, ignorant les milliers d'autres qui composent l'image complète. La perte d'Alexandrie nous enseigne que chaque pièce est précieuse et que la tâche de se souvenir est une lutte constante contre le feu, la négligence et les préjugés. En résumé, la destruction de la bibliothèque d'Alexandrie ne fut pas un acte, mais un processus.
un processus de sélection et d'oubli qui continue aujourd'hui dans la manière dont nous définissons la littérature universelle. Il nous montre que la mémoire est politique et que les histoires que nous lisons façonnent la réalité que nous construisons. Perdre une bibliothèque, c'est perdre la possibilité d'autres mondes. Pensons à l'impact à long terme. L'absence de ces textes a créé un vide. L'histoire est écrite par les vainqueurs, mais aussi, et peut-être plus importante encore, par les survivants. Les textes qui ont survécu sont devenus la seule source de vérité, solidifiant un récit particulier du passé, une narration qui favorisait inévitablement Rome et la culture hellénistique par rapport à d'autres. Imaginons la médecine. Une grande partie du savoir médical des Égyptiens, qui était célèbre dans l'Antiquité pour sa chirurgie avancée et sa pharmacopée, était stocké à Alexandrie. Bien que quelque chose se soit infiltré à travers les médecins grecs et romains, combien de remèdes, combien de connaissances sur le corps humain se sont transformés en fumée, retardant potentiellement le progrès médical pendant des siècles. Considérons la philosophie. Nous connaissons les stoïciens et les épicuriens principalement à travers des sources romaines. Mais Alexandrie était un creuset d'idées où les philosophies grecques se mêlaient à la pensée égyptienne et orientale. Quelles écoles de pensée hybrides et fascinantes ont existé dont nous n'avons aucune trace? Quelles autres manières de chercher le bonheur et le sens de la vie avons-nous perdu? L'idée même de la bibliothèque, comme archive universelle du savoir, fut frappée à mort. Durant le Moyen Âge en Europe, les monastères ont fait un travail héroïque en préservant des textes, mais leur approche était sélective, centrée sur la théologie chrétienne et les classiques latins qui ne contredisaient pas leur vision du monde. L'idée de collectionner tout fut perdue, remplacée par l'idée de collectionner ce qui était correct. Ce biais de survie façonne notre présent de manière subtile. Lorsque nous pensons à l'Antiquité classique, nous pensons à la Grèce et à Rome. Mais le monde antique était incroyablement diversifié. Alexandrie était le point de rencontre de ces diversités. Sa perte non seulement nous a appauvris en savoir, mais a simplifié notre image du passé, la rendant plus homogène et eurocentrique qu'elle ne l'a réellement été. Maintenant, revenons au canon littéraire. Ce processus de sélection ne s'est pas terminé avec la chute du monde antique. Chaque époque a ses bibliothécaires, ses gardiens culturels. Au XIXe siècle, par exemple, l'essor du nationalisme en Europe a conduit à la création de canons nationaux. Des œuvres furent sélectionnées pour aider à construire une identité nationale, une histoire et une mythologie partagées. Cela a eu un double effet. D'une part, cela a aidé à préserver et à populariser des auteurs comme Shakespeare en Angleterre ou Goethe en Allemagne. D'autre part, cela a marginalisé davantage les littératures des peuples sans État ou des colonies, dont les histoires ne correspondaient pas au récit de la puissance impériale. Leur littérature fut reléguée à la catégorie de folklore ou de curiosité anthropologique, non de art universel. Le XXe siècle a apporté de nouveaux gardiens, les départements de littérature des universités. Les critiques et universitaires ont créé des listes de lecture, défini des mouvements littéraires et décidé quels auteurs méritaient d'être étudiés. Leur travail fut fondamental, mais ils reflétaient aussi leurs propres préjugés, souvent centrés sur des hommes blancs et sur un modernisme d'une coupe très spécifique. Ce n'est qu'au cours des dernières décennies du XXe siècle, avec l'essor des études postcoloniales, féministes et des minorités, que ce canon commença à être sérieusement remis en question. Des voix qui avaient été réduites au silence pendant des siècles commencèrent à exiger leur place dans la conversation. Des auteurs comme Virginia Woolf avaient déjà signalé le problème, demandant pourquoi il n'existait pas une sœur de Shakespeare. Aujourd'hui, le débat est plus vif que jamais. Devrions-nous élargir le canon pour inclure plus de voix? Ou devrions-nous nous débarrasser complètement de l'idée d'un canon et embrasser une vision plus décentralisée et plurielle de la littérature? Il n'y a pas de réponse facile. Les deux positions ont leurs mérites et leurs risques. Élargir le canon peut sembler la solution évidente, mais cela peut mener à du tokenisme. C'est-à-dire inclure un auteur de chaque groupe juste pour respecter un quota de diversité sans changer réellement le centre de gravité. La structure de pouvoir reste intacte. Elle se contente de se parer de quelques nouveaux visages. D'autre part, abandonner complètement le canon pourrait nous mener à un relativisme où toutes les œuvres sont considérées comme égales, perdant la capacité de reconnaître et de célébrer l'excellence artistique. Nous courons aussi le risque de perdre un langage culturel commun, ces œuvres de référence qui, pour le meilleur ou pour le pire, ont connecté des générations de lecteurs. Peut-être la solution n'est-elle ni l'un ni l'autre. Peut-être s'agit-il de changer notre façon de lire. Comme le suggère le critique C.S. Lewis, nous devons recevoir une œuvre d'art selon ses propres termes, sans imposer les nôtres. Nous devons lire avec une vertu de l'attention, en essayant de comprendre la perspective de l'autre, surtout si elle est radicalement différente de la nôtre. Cela nous ramène à Alexandrie. La bibliothèque non seulement collectionnait, mais traduisait.
Le projet le plus célèbre fut la Septante, la traduction de la Bible hébraïque en grec. Cet acte de traduction fut un acte de construction de ponts, de rendre un monde d'idées accessible à un autre. La traduction est l'âme de la littérature universelle. Lorsque nous lisons une traduction, nous ne lisons pas seulement une histoire. Nous participons à un acte de diplomatie culturelle. Nous faisons confiance aux traducteurs pour nous guider à travers un paysage inconnu. C'est pourquoi il est crucial de soutenir la traduction de davantage de littérature, de davantage de langues, surtout de celles qui ont été historiquement marginalisées. Le défi est énorme. Selon des études de l'UNESCO, la grande majorité des livres traduits dans le monde proviennent de l'anglais. En revanche, très peu de livres sont traduits en anglais à partir d'autres langues, surtout des langues d'Afrique et d'Asie. Ce déséquilibre dans le flux des histoires est la version moderne de la sélection qui se produisait dans l'Antiquité. Alors, la prochaine fois que vous entrerez dans une librairie, je vous invite à faire un petit acte de rébellion archéologique. Allez au-delà des best-sellers. Cherchez la section littérature traduite. Prenez un livre d'un pays dont vous ne savez rien. Choisissez un auteur dont vous ne pouvez pas prononcer le nom. C'est la véritable aventure. Car dans ces pages oubliées, dans ces voies réduites au silence, nous pourrions trouver un fragment perdu d'Alexandrie. Non un texte littéral bien sûr, mais son esprit. L'esprit que le savoir est vaste et diversifié, et qu'aucune culture n'a le monopole de la vérité ou de la beauté. Nous avons perdu la bibliothèque, mais nous n'avons pas à perdre la leçon. La mémoire du monde ne réside pas seulement dans les grandes institutions, elle est dans nos choix en tant que lecteurs. Chaque livre que nous choisissons de lire est un vote pour une vision du monde, un vote pour une voix. En diversifiant notre lecture, nous devenons de petits bibliothécaires d'Alexandrie, sauvant de l'oubli les histoires qui méritent d'être racontées. L'ironie finale est que la bibliothèque d'Alexandrie, dans son obsession de posséder l'original de chaque livre, participait aussi à une forme de contrôle. En centralisant le savoir, elle le rendait vulnérable. Peut-être la véritable leçon est telle que le savoir doit être distribué, décentralisé, copié et partagé aussi largement que possible, comme Internet dans son idéal le plus noble. L'universitaire et bibliothécaire de Harvard, Robert Darnton, parle du rêve d'une république numérique des lettres où tout le savoir humain numérisé serait accessible à tous. Un idéal noble, mais qui fait face à de nouveaux dangers. Qui contrôle les serveurs? Qui possède les algorithmes qui nous recommandent quoi lire? Les gardiens ont changé, mais ils existent toujours. La lutte pour la mémoire du monde est, en dernière analyse, une lutte pour le pouvoir de définir la réalité. Les histoires que nous nous racontons sur notre passé façonnent notre présent et les possibilités que nous imaginons pour l'avenir. Un canon littéraire restreint est un avenir imaginatif restreint. Une mémoire culturelle diverse est la porte vers des avenirs divers. Pensons à la poésie épique. Le Iliade et l'Odyssée ont survécu et sont devenus le modèle de ce qu'une épopée devrait être. Mais chaque culture avait ses propres épopées. Le Mahabharata de l'Inde, les épopées de Gilgamesh de Mésopotamie. Beaucoup d'autres, surtout issus de traditions orales, ont été perdues avant de pouvoir être transcrites. L'épopée de Gilgamesh, en fait, fut perdue pendant des millénaires et fut redécouverte au XIXe siècle sur des tablettes d'argile. Sa redécouverte a changé notre compréhension de la littérature, montrant que des thèmes comme l'amitié, la peur de la mort et la quête de l'immortalité étaient déjà traités avec une profondeur incroyable des milliers d'années avant Homère. Chacun de ces redécouvertes est une petite victoire contre l'oubli, un écho d'Alexandrie. Cela nous rappelle que ce que nous croyons savoir sur le passé est toujours provisoire, que sous les sables du temps ou dans les sous-sols des musées, il peut y avoir des voix attendant de réécrire l'histoire de la littérature. La construction du canon a aussi à voir avec le genre. L'histoire de la littérature, telle qu'elle a été traditionnellement racontée, est massivement masculine. Ce n'est pas que les femmes n'écrivaient pas, c'est que leurs écrits n'étaient souvent pas considérés comme sérieux ou s'importants. On les reléguait à des genres mineurs, comme les lettres, les journaux intimes ou le roman romantique. Réhabiliter des auteurs comme Murasaki Shikibu, l'écrivaine japonaise du XIe siècle qui a écrit Le Dites du Genji, souvent considéré comme le premier roman du monde, est un acte de justice historique. Son œuvre est un univers de raffinement psychologique et social qui rivalise avec tout ce qui a été écrit en Europe des siècles plus tard. Son inclusion dans le canon mondial est indispensable. Le problème n'est pas seulement d'omission, mais aussi d'interprétation. Lorsque les œuvres de culture non occidentale sont incluses, elles sont souvent lues à travers une lentille occidentale. On cherche les thèmes universels qui nous sont familiers, et on ignore les contextes culturels spécifiques qui donnent à l'œuvre son véritable sens. C'est une forme subtile de colonisation intellectuelle. Par exemple, lire 100 ans de solitude de Gabriel García Márquez seulement comme réalisme magique et passer à côté de ses profondes racines dans l'histoire politique de la Colombie et de l'Amérique latine.
Le réalisme magique n'est pas seulement une technique stylistique, c'est une manière de représenter une réalité qui est souvent plus étrange et brutale que la fiction. Pour éviter cela, nous avons besoin de ce que le théoricien littéraire Edward Said a appelé la lecture contrapuntique. Cela signifie lire un texte en tenant compte à la fois de la culture dont il est issu et de l'histoire de sa réception dans d'autres cultures. C'est lire sur deux portées à la fois, en écoutant à la fois la mélodie et l'harmonie, et parfois la dissonance. Cela nous exige plus en tant que lecteur. Cela nous demande d'être historien, anthropologue et détective. Cela nous demande de sortir de notre zone de confort et d'admettre que nous n'avons peut-être pas tous les outils pour comprendre une œuvre du premier coup. Mais la récompense est immense. C'est la différence entre être un touriste culturel et un véritable voyageur. La technologie numérique aujourd'hui nous donne un accès sans précédent à la littérature mondiale. Des projets comme Google Books ou Internet Archive numérisent des millions de livres. Théoriquement, nous pourrions avoir une nouvelle bibliothèque d'Alexandrie au bout de nos doigts. Mais l'accès n'est pas la même chose que l'attention. Dans un océan d'informations, comment décidons-nous quoi lire? Souvent, nous faisons confiance aux algorithmes de recommandation. Mais ces algorithmes, écrits par des humains, ont leur propre biais. Ils ont tendance à nous recommander ce qui est populaire et ce qui est similaire à ce que nous avons déjà lu. Ils peuvent créer des bulles de filtre qui nous empêchent de découvrir ce qui est vraiment différent. Ainsi, une fois de plus, la responsabilité nous incombe. Nous devons être curateurs actifs de notre propre éducation. Nous devons rechercher délibérément la diversité, suivre des critiques et traducteurs de différentes parties du monde et soutenir les petites maisons d'édition indépendantes qui osent publier des œuvres que les grandes corporations ignoreraient. L'histoire de la bibliothèque d'Alexandrie et du canon littéraire est un avertissement. Elle nous avertit que la culture est fragile, que la mémoire est un choix et que l'universalité n'est pas quelque chose que l'on trouve, mais quelque chose que l'on construit. Elle se construit à travers la curiosité, le respect et le dialogue constant par-delà les frontières. Rappelons-nous les bibliothécaires de l'Antiquité, ils n'étaient pas seulement des gardiens de livres, c'étaient des érudits. Ils ont créé les premiers systèmes de catalogation, la bibliographie, la critique textuelle. Ils ont inventé les outils pour naviguer dans le savoir. Nous avons besoin de nouveaux outils pour naviguer dans le monde vaste et souvent biaisé de l'information actuelle. Une de ces outils est la conscience historique. Savoir que le canon que nous avons hérité n'est pas tombé du ciel, mais a été forgé sur l'enclume de l'histoire, avec ses feux du pouvoir, de la politique et des préjugés. Cette conscience ne nous fait pas rejeter les œuvres classiques, mais les lire d'une manière plus riche et critique, en comprenant leur place dans cette histoire. Par exemple, lire La Tempête de Shakespeare avec une conscience postcoloniale nous permet de voir non seulement une histoire de magie et de romance, mais aussi une profonde méditation sur le colonialisme, l'exploitation et la résistance. Le personnage de Caliban devient une figure incroyablement puissante et tragique, une voix des dépossédés. Un autre outil est l'humilité culturelle, l'idée que notre propre culture n'est qu'une parmi tant d'autres et qu'elle ne possède pas les clés pour juger toutes les autres. C'est l'antidote contre l'ethnocentrisme, cette tendance à voir le monde uniquement à travers nos propres lentilles et à considérer ce qui est nôtre comme la norme. La perte d'Alexandrie nous obsède parce qu'elle représente le « et si ». Et si le modèle héliocentrique d'Aristarque s'était imposé? Et si les œuvres de théâtre d'Euripide avaient survécu dans leur intégralité? C'est une fascination pour les chemins non empruntés de l'histoire. Mais nous n'avons pas à vivre dans le passé. Nous pouvons emprunter de nouveaux chemins maintenant. Nous pouvons décider, en tant qu'individus et en tant que société, que nous valorisons la diversité de l'expérience humaine. Nous pouvons choisir de construire une mémoire globale qui soit plus juste, plus complexe et plus véridique que celle que nous avons héritée. C'est une tâche monumentale, mais elle commence par un acte simple, ouvrir un livre différent. L'histoire de la littérature est pleine de fantômes, d'œuvres qui ont failli ne jamais voir le jour. Pensons à Franz Kafka qui demanda à son ami Max Brod de brûler tous ses manuscrits. Si Brod avait obéi, le XXe siècle aurait perdu l'un de ses écrivains les plus influents. La survie est souvent un heureux accident. Ou pensons au Codex Maya, des milliers qui existaient, contenant leur histoire, leur science et leur mythologie. Seulement 4 ont survécu à l'autodafé systématique par les conquistadors espagnols. 4, c'est l'écho le plus clair et le plus douloureux de l'incendie d'Alexandrie sur le continent américain. Une civilisation entière réduite au silence. Chaque culture qui est effacée, chaque langue qui meurt, est une bibliothèque qui brûle. Le linguiste Daniel Nettle affirme qu'avec chaque langue qui disparaît, nous perdons une vision unique du monde, une manière de classer la réalité, une réserve de métaphores et de connaissances sur l'environnement. Il y a plus de 6000 langues dans le monde et la moitié sont en danger d'extinction. La lutte pour préserver la littérature mondiale est intrinsèquement liée à la lutte pour préserver la diversité linguistique et culturelle.
Nous ne pouvons pas avoir l'une sans l'autre. Soutenir les locuteurs de langues minoritaires, leurs écrivains et leurs poètes, fait partie de la tâche de reconstruire l'esprit d'Alexandrie. Le concept de littérature universelle ne devrait pas être un club exclusif, mais un archipel. Un ensemble d'îles, chacune avec son propre écosystème, sa propre beauté, mais connectées par les courants de l'océan de l'histoire humaine, capables de se visiter mutuellement, d'échanger des trésors, sans qu'aucune île ne domine les autres. La prochaine fois que vous lirez un classique, profitez-en. Mais lisez-le avec un œil critique. Demandez-vous quelles voix sont absentes dans cette œuvre et à son époque. Quels personnages n'ont pas de voix? Quelles perspectives sont tenues pour acquises? Lire ainsi transforme l'acte de lecture en une conversation avec l'histoire, pas seulement avec l'auteur. Il ne s'agit pas de se sentir coupable à propos du canon, il s'agit de l'enrichir et de le contextualiser. C'est comme passer de la vision du monde en noir et blanc à le voir dans une couleur éblouissante et parfois conflictuelle. L'histoire de la littérature n'est pas une procession ordonnée de génie, c'est un champ de bataille bruyant, vibrant et fascinant. Au final, la question n'est pas seulement ce qui a été perdu à Alexandrie, mais ce que nous perdons maintenant. Quelles voix ignorons-nous? Quelles histoires laissons-nous s'évanouir dans le bruit numérique? La leçon des cendres est que la mémoire n'est pas un cadeau, c'est une responsabilité. Et c'est une responsabilité de tous. Nous n'avons pas besoin d'être des universitaires pour participer à cette tâche. Chaque fois que nous recommandons un livre d'une culture différente, chaque fois que nous demandons à notre bibliothèque locale d'acquérir plus de traductions, chaque fois que nous enseignons à nos enfants à valoriser des histoires du monde entier, nous luttons contre l'oubli. Nous sommes les nouveaux gardiens. L'histoire de la bibliothèque d'Alexandrie résonne avec tant de force parce qu'elle parle d'une blessure fondamentale dans notre mémoire collective. C'est un symbole de notre potentiel perdu, un rappel que la civilisation est un projet fragile. Son fantôme nous hante avec une question. Quel savoir protégerons-nous pour l'avenir? La prochaine fois que vous regarderez les étoiles, souvenez-vous d'Aristarque. La prochaine fois que vous rirez d'une bonne comédie, souvenez-vous du livre perdu d'Aristote. Et la prochaine fois que vous lirez une grande œuvre de littérature, souvenez-vous que sa survie fut un miracle et qu'il y a des milliers d'autres miracles qui ne nous sont jamais parvenus. La mémoire du monde est trop importante pour la laisser entre les mains de quelques-uns. Elle appartient à l'humanité et notre tâche, en tant qu'héritier de sa gloire autant que de ses ruines, est de rendre cette mémoire aussi riche, diverse et honnête que possible. C'est la seule façon d'honorer les fantômes d'Alexandrie. Alors, la prochaine fois que vous vous demanderez pourquoi la littérature est importante, pourquoi les humanités sont importantes, pensez à ceci, parce qu'elles nous apprennent à écouter les vivants et les morts, à écouter les puissants et les réduits au silence, à écouter les histoires qui font de nous ce que nous sommes et celles qui nous définissent d'être meilleurs. La littérature est l'archive de l'expérience humaine. Et en une époque de division et de conflit, il n'a jamais été aussi crucial d'accéder à cette archive dans son intégralité, pas seulement aux chapitres qui nous sont les plus confortables. Dans la diversité des histoires réside la possibilité de l'empathie, et dans l'empathie, l'espoir d'un futur partagé. La bibliothèque d'Alexandrie n'existe plus, mais son rêve, le rêve d'un lieu où toute l'humanité pourrait dialoguer à travers ses histoires et sa sagesse, ce rêve ne doit jamais mourir. Il dépend de nous de le maintenir en vie, dans nos esprits, dans nos bibliothèques, et dans les histoires que nous choisissons de partager. La leçon finale est celle-ci. Le savoir n'est pas un objet statique que l'on garde sur une étagère. C'est un verbe, c'est une action. C'est l'acte de se souvenir, de questionner, de traduire, de partager. La bibliothèque n'était pas le bâtiment, c'était les gens et la conversation qui s'y déroulaient. Et cette conversation doit continuer. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage à travers les cendres de l'histoire et les couloirs du pouvoir littéraire. J'espère que cela vous aura fait réfléchir, comme moi. L'histoire est vivante et respire autour de nous, dans les livres que nous lisons et dans ceux que nous ne lirons jamais. Si cette vidéo vous a éveillé la curiosité et que vous voulez découvrir plus de secrets cachés dans l'histoire et la culture, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. Chaque abonnement nous aide à continuer de sauver ces histoires de l'oubli. Et maintenant, je vous pose la question. Quelle œuvre littéraire d'une culture non occidentale pensez-vous que tout le monde devrait lire? Laissez votre recommandation dans les commentaires. Construisons ensemble une nouvelle liste de lecture, notre propre petite bibliothèque d'Alexandrie. On se voit pour le prochain voyage.